Pam, 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 pam. Et de retour. Ouais. Pardon. Très bien. Passons à la suite. On va attaquer un peu la dernière partie. Et un petit peu le constat actuel et des effets un peu de cette écologie. On va pouvoir voir ça ensemble parce qu'il y a quelque chose à dire. Hein. Ce que je vous propose, c'est qu'on va regarder un article et on va finir sur une émission un peu de Mediapart sur un peu le backlash écologique. Donc l'article, on va un petit peu le balayer assez vite. C'est un article de Marc Lémé, sociologue, qui a été ensuite journaliste et qui a beaucoup travaillé. Il a écrit notamment un livre sur les politiques de l'eau et qui anime un blog là dans le monde diplomatique. Un blog qui est pour le coup très suivi et très bien. Là, l'article que je vais prendre, c'est un article qui date de 2024, août 2024. S'intitule Comment l'écologie a perdu la guerre de l'information. On va zoomer un petit peu. Voilà, comme ça c'est mieux. Ça vous voyez bien. Alors attendez, juste je descends un petit peu. Ma tête dérange un peu. Bon, ça va. Alors, en un demi-siècle, la dynamique progressiste qui a mobilisé des générations d'amoureux de la nature, broyés par l'ultralibéralisme autoritaire, a mué en épouvantail de toutes les régressions réactionnaires. Ouais. Ah voilà, c'est un peu ça dont on va parler et vous allez voir que ce qui s'est passé cette semaine, c'est une belle manifestation de ce qui est écrit ici. À l'orée des années 60, on n'en parle pas encore. La nature, c'est la pêche pendant les vacances, les nichoirs pour les oiseaux, les herbiers en classe de sciences naturelles. Les naturalistes formés par les réseaux d'éducation populaire vont créer les premiers groupes de bulletins renéotypés au sein d'une mouvance qui verra émerger la Vie claire, Ampertos, la CEPASO et les centaines d'associations locales qui se fédéreront ensuite au sein de France Nature Environnement ou la Ligue protectrice des oiseaux. Je savais pas ça, d'accord. À la maison, on lit aussi Rustica, Nature et Progrès ou Le Chasseur français. Fin des années 70, les parents amoureux de la nature abonnent leurs enfants puis leurs petits-enfants à La Hulotte, qui vient de fêter ses 50 ans. La presse écrite domine le paysage de l'information, même si les documentaires animaliers font leur trou à la télévision que l'on regarde encore en famille. Presse nationale spécialisée, quotidiens locaux donnent le là. Quelques grandes plumes se passionnent déjà pour l'environnement. L'histoire de Marc Ambroise, rendu dans le monde, se battra 35 ans durant avec succès pour la réouverture de la Bièvre à Paris. Ok. Ambroise, ouais, ça me dit quelque chose. Marc-Ambroise rendu, pardon, ça me dit quelque chose. La grande presse a encore les moyens de former des rubricards qui deviennent des spécialistes reconnus d'un sujet, parfois durant toute leur carrière, écrivant des livres, animant des débats, à mesure que la question de l'environnement investit le champ politique, comme en atteste le premier ministère de l'impossible, confié par Georges Pompidou à Robert Poujade en 71. Ça, je l'avais pas celle-là, putain. La défense de la nature sont alors le commandant Cousteau, Alain Bompard, Haroun Tazieff. L'après mai 68 verra décoller la question environnementale. En 62, le printemps silencieux de Rachel Carson, puis le rapport Meadows appuie en France les pensées d'André Gorz, oui. Michel Bosquet dans les colonnes du Nouvel Obs, de Jacques Ellul, oui, lui aussi, oui, Bernard Chabronneau, Ivan Illich, tous ces penseurs de l'époque. La revue Survivre et Vivre, tenue par le génial mathématicien Alexandre Gorthendiek, compte alors 30 000 abonnés. Viendront le Larzac et le retour à la Terre, les communautés et la traduction en français sous le titre de Catalogue des ressources du Whole Earth Catalogue américain 1974. Cette même année, l'agronome René Dumont, bien sûr, se présente à la présidentielle. Gueule ouverte,
le Sauvage, militant du Parti socialiste unifié, PSU, amplifie le mouvement. D'accord. Et bah, c'était florissant pour l'instant. Pardon. Au début des années 1980, la mobilisation du combat Loire sonne le glas des grands aménagements hydrauliques, préfigurant la lutte contre les méga-bassines. C'est aussi l'ère des grandes catastrophes. L'agent orange au Vietnam, Minamata au Japon, les marées noires, 3 Mile Island. Les années 80, Reagan, Thatcher et son There is Tina, ouais, bien sûr. L'envol du néolibéralisme avant la révolution numérique 10 ans plus tard auront des conséquences majeures sur le secteur de l'information. Hmm. Déjà, l'image s'impose face à l'écrit. Fusion, concentration, l'information devient une industrie comme une autre. C'est aussi l'avènement de la com qui imprègne la conversation publique. Ah, et donc là, alors ça c'est intéressant parce que ça du coup, c'est un angle qui vient un peu rappeler le travail de Sénéchal, mais qui le met sous une autre perspective, en disant que bah, en fait, il y avait une bataille de l'information, une bataille de l'image. C'est aussi pour ça que Greenpeace se l'est emparé. Il y avait aussi des intérêts à ce qu'ils le font. Ça vient pas de nulle part en fait. Ça c'est intéressant. Est-ce que ça a été, bon, il y a un mix des deux au final à la fin, c'est un peu pensé sciemment et bah, l'époque faisait qu'il fallait, c'était la guerre de la com, quoi, l'avènement de la com. Les années 90-2000 vont ensuite émerger toute la complexité des sciences du climat et de la biodiversité. Il faut donc du temps, des moyens, des formations adaptées à la compréhension de cette complexité. Même période, le journalisme devient un précariat multitâche auquel le public fait de moins en moins confiance. Ouais. Entrant en politique dans le courant des années 80, une fraction du mouvement écologiste donne naissance à des générations de nouveaux apparatchiks, verts, idiots utiles du Parti socialiste de gouvernement. Faute de pouvoir s'opposer au mouvement général de destruction productiviste, ils s'abîmeront en réformettes sociétales aussi ineptes que risibles. Ouais, un demi-siècle après les balbutiements, l'écologie est passée dans la lessiveuse ultralibérale. Nicolas Hulot, hein, il est là, il est là. Voilà. Nicolas Hulot, le pilote d'hélicoptère d'Ushuaïa, devient ministre. Le greenwashing est devenu un secteur économique à part entière. Tout est vert. Les centrales nucléaires, le charbon, le ciment, les autoroutes, les voitures, les lessives, les couches culottes. Les steaks sont veggie, le vélo ultra tendance. Enfin, dans les métropoles. Ah, ça, CF, ce qu'on a dit tout à l'heure. À mesure que la génération climat arrive aux manettes, les nouvelles technologies de gouvernance politique multiplient les promesses fallacieuses. Ah, attendez, à mesure que la génération climat arrive aux manettes, les nouvelles technologies de gouvernance politique multiplient les promesses fallacieuses, financées par des taxes en tout genre qui épargnent le capital mais massacrent les plus pauvres. Ouais, bah, la logique de compensation. Hein. Résultat, les gilets jaunes. Et alors que la question environnementale gagne les faveurs de l'opinion publique, les tenants du vieux monde, promoteurs forcenés du technosolutionnisme, forgent le concept d'écologie punitive. Et Flores. Ouais. Manifestation. Ouais, mais alors après, encore une fois, ça s'appuie pas sur nulle part, hein, l'écologie punitive. C'est ce qui a été dit juste avant. Les manifestations pour la défense de l'environnement sont criminalisées, assimilées à du terrorisme. Les mots perdent leur sens. L'image et la com règnent en maître. Peu importe leur véracité, personne n'est là pour les vérifier. Aujourd'hui, en France, le nombre de communications a dépassé celui des journalistes. Le nombre de communicants, pardon. Attendez. Les manifestations, du terrorisme, ouais. Les mots perdent leur sens, l'image et la com règnent en maître, peu importe leur véracité, personne n'est là pour les vérifier. Aujourd'hui, en France, le nombre de communicants a dépassé celui des journalistes. Les sites spécialisés inondent les médias de communiqués de presse clés en main et d'offres d'interviews exclusives de dirigeants de start-up inclusives, innovantes et biosourcées. Catastrophe. La presse écrite est en état de mort clinique. Il ne reste plus que quelques dizaines de journalistes spécialisés dans les questions environnementales qui peuvent encore faire leur travail correctement. Service Planète au Monde, Mediapart, Localtis, Environnement. La presse spécialisée agonise. Il y a 10 ans, la Gazette des communes, fleuron du groupe Le Moniteur, publiait des dossiers de 15 pages dédiés à des sujets environnementaux. Après son rachat par le groupe Infopro, elle survit en bâtonnant des communiqués de presse qui ne dérangent aucunement ses annonceurs.
Les réseaux sociaux et les stories sur Instagram nous tiennent lieu d'agora. À la télévision, des clowns arrivistes, vache de Kaby Etienne ou Cyril Dion, tiennent le haut du pavé et monnaient la notoriété en faisant des ménages, rémunérés 5 000 à 10 000 euros pour des entreprises ou le MEDEF. Emmanuel Macron avec Gérald Darmanin, parfum Marcellin post-mai 68, les défenseurs de l'environnement deviennent le nouvel ennemi de l'intérieur. Demeurent quelques mouvements une poignée de revues et de sites internet. Pour l'écologie, voici venu le temps des catacombes. Bah ouais, hein. C'est très vrai, hein. Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça, en fait? Voilà, et bon, il tire un peu sur les clowns arrivistes, Camille Etienne, etc. Mais et oui. Encore une fois, hein, on peut prendre Camille Etienne, Cyril Dion comme étant des gens avec un penchant beaucoup plus culturel, hein, bien sûr. Et donc, rappelez-vous, hein, l'écologie telle qu'elle est actuellement, dominante, c'est un marqueur de statutaire. Donc, ça permet aussi de se faire une petite place. Malheureusement, hein, ça peut être un peu cynique. Hein. Bon, après, je pense pas que ce soit le cas pour eux, hein, mais parce que oui, je pense sincèrement qu'ils pensent agir pour le bien. Mais bon. Donc voilà, bon, après ce constat punaise qui fait froid dans le dos, et donc on voit à quel point la machine de l'information, elle est tournée vraiment, et que même il y a tout un mouvement qui en fait défait un peu l'écologie, hein, comme on l'a dit. On va voir une application concrète de ça, avec ce qui s'est passé de manière très actuelle là, sur le position de loi du plomb. Alors, on va s'intéresser à cette loi du plomb, donc voilà, ce petit retour, plus le sujet démocratique associé. Eh bien, la séance s'est ouverte à l'Assemblée nationale. L'ordre du jour appelle la discussion après engagement de la procédure accélérée de la proposition de loi adoptée par le Sénat visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Hors du Palais Bourbon. C'est une dinguerie, ça, hein, les contraintes exercées au métier. Moi, quand j'entends ça, on va parler revenus, quoi. Il faut absolument parler des revenus. Bon, le métier d'agriculteur, ce qui pose problème à l'agriculteur, c'est pas les pratiques mal, c'est la thune. Permettez-lui de pouvoir produire dans les bonnes conditions pour qu'il puisse vendre comme il faut. C'est quand même une folie. Quelques agriculteurs de la FNSEA sont venus mettre la pression et quelques heures plus tôt, et bien sur France Info, Arnaud Rousseau, le patron du syndicat majoritaire des agriculteurs, la FNSEA, a défendu ce passage en force. Et nous appelons ce matin les députés qui nous soutiennent à voter cette motion de rejet parce que si elle n'était pas votée, il n'y aurait pas de débat. En 5 jours, il est mécaniquement impossible d'étudier les 3500 amendements. C'est ni plus ni moins que de l'obstruction parlementaire. Voilà, des amendements déposés par LFI et les écologistes. Dans la journée, la gauche avait d'ailleurs accepté d'en supprimer certains pour que le débat puisse avoir lieu dans le temps imparti. Mais ce n'était pas assez, selon le Bloc central et LR. Résultat, on est arrivé à cette situation ubuesque où, en accord avec les chefs de groupe de la majorité de Laurent Wauquiez à Gabriel Attal, un des rapporteurs de cette loi, le député LR Julien Dive, favorable donc à cette loi, est monté à la tribune pour demander que l'Assemblée nationale rejette la loi. J'ai choisi de déposer cette motion de rejet préalable. Elle est devenue une nécessité imposée par les circonstances. Face à une obstruction massive, méthodique, manifeste, il est devenu impossible de mener une délibération sereine et constructive. J'appelle cela du sabotage organisé. Un sabotage organisé par la France insoumise et les écologistes qui refusent le débat dès lors qu'ils ne l'auraient pas acquis. Comment ça m'énerve, Bah oui, c'est la faute des écolos de la France insoumise, hein, qui, eux, bien entendu, on la mis dans la position d'ils aiment pas les agriculteurs, etc. Enfin bon, classique. Voilà, parce qu'elle est méchante, des écolos. À gauche, c'est la stupéfaction et la colère. Non, ce n'est pas de l'obstruction. Chacun de ces amendements était utile. Il concernait la réautorisation de l'acétamipride, la protection des agriculteurs contre la concurrence déloyale, la protection des agriculteurs qui souffrent de maladies professionnelles. Ces débats, le bloc gouvernemental et le Rassemblement national n'en ont pas voulu. Et je veux le dire, pourquoi est-ce qu'il y a une motion de rejet? Vous avez peur d'un mot, c'est le mot cancer. Avons-nous déjà renoncé à la transition écologique?
Je sais qu'une majorité d'agriculteurs veulent faire cette transition. Oui, en plus. Les contraintes qu'invoque cette proposition de loi ne viennent pas de la protection du vivant, mais de 30 années de libéralisation des marchés qui mettent en danger la souveraineté alimentaire de notre pays. Des batailles menées depuis des années, provenant de divers bancs de l'Assemblée, et que la majorité présidentielle s'est employée à couler à chaque fois. Salariés agricoles de métier, la députée LFI d'Ille-et-Vilaine, Mathilde Igné, s'indigne avant que les députés de son parti ne sortent des pancartes avec les noms d'agriculteurs ou de riverains morts ou malades des pesticides. C'est ouf. Je savais même pas qu'ils avaient des salariés. Il y avait une salariée agricole présente. Trop bien. Motion de rejet, vous piétinez la voix des paysans et des paysannes qui s'opposent à ce texte, vous piétinez la voix et la mémoire des victimes de pesticides, agriculteurs, salariés, riverains, vous tremblez face au lobby. Merci Madame la députée. Non. Ah ouais, hein. Vous ramassez ça s'il vous plaît tout de suite. Des voix inquiètes se sont aussi élevées chez les macronistes, par exemple cette députée du Finistère, Sandrine Lefeur, agricultrice bio de profession. Nous avons une responsabilité commune, c'est bâtir une agriculture résiliente, respectueuse du vivant et des générations futures. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui ne répond ni à cette exigence, ni aux attentes concrètes des agriculteurs. Ce texte ne doit pas servir de cheval de Troie pour affaiblir nos exigences environnementales. Voilà, et cette députée, c'est ouf, hein. C'est dommage, ça aurait mérité un bon débat, quoi. Chiant qu'ils aient voulu retirer le débat, quoi. Ouais, bref, c'est vraiment... Par contre, c'est intéressant. Abstenus, d'autres, une poignée de députés, en gros du socle commun, ont voté contre ou se sont abstenus, mais pas beaucoup. La motion de rejet est adoptée. Exit donc le débat devant la représentation nationale. La loi sera discutée entre quatre murs dans le petit cercle de la commission mixte paritaire avec le Sénat qui est partisan de toutes les dérégulations. En réaction, LFI a annoncé une prochaine motion de censure. D'abord, Amélie, quand même, c'est un événement politique aussi, c'est un coup de force politique, une loi qui finalement n'est pas examinée. On avait connu, je l'ai dit, les 49.3, mais là, on a quelque chose de supplémentaire dans la panoplie. Oui, et c'était une surprise aussi pour tous les observateurs, observatrices de la session lundi, parce que effectivement, c'était une procédure qu'on ignorait. Elle n'avait été utilisée qu'une fois au Sénat en 95, mais encore jamais à l'Assemblée nationale. Et ce qui est vraiment curieux, c'est qu'en fait, du coup, ça permet en fait à une proposition de loi, parce qu'il faut rappeler que c'est une proposition de loi qui vient d'un sénateur, donc LR, comme tu l'as dit en introduction. Donc, on arrive à cette situation effectivement complètement paradoxale où un sénateur impose son texte par-dessus, voilà, une assemblée, ce qui va permettre en fait à son texte de revenir à la version sénatoriale. C'est-à-dire qu'en fait, tout le travail qui a été fait en commission, il y a eu un passage dans deux commissions, la commission des affaires, la commission développement durable et la commission des affaires économiques. Où certaines dispositions avaient été éliminées. Oui, plus de 40 heures de travail que moi j'ai suivi notamment pour le journal, évidemment. Donc vous imaginez tout ce travail à la fois des députés, mais aussi voilà des journalistes qui suivent tout ça. C'est complètement jeté à la poubelle. Voilà. Waouh, mais il est fort Macron quand même. Enfin Macron et sa team là, avoir trouvé ce moyen de retirer une nouvelle fois le pouvoir de l'Assemblée en allant s'appuyer sur l'autre chambre et le Sénat, qui est un peu plus en accord avec ces trucs. Enfin, c'est une folie. Hein. Et tout ça avec, évidemment, les LR. Parce qu'il n'a pas de majorité, il s'appuie beaucoup sur les LR. Les LR sont dans une position de force de malade et grâce à en plus avec le truc sénateur. Donc en fait, Macron est un peu bloqué, quoi. Il faut absolument qu'il s'appuie sur les LR, sur les LR, en plus de sa majorité, pour pouvoir faire passer des lois. Et donc là, carrément, nouveau coup de théâtre, c'est on va s'appuyer aussi sur les sénateurs. Et qui, bon, après, en même temps, LR, Macron, bon, ils font un petit peu la même chose, quoi. Au fur et à mesure, je vois pas trop de diff. Il y a juste une branche LR qui est beaucoup plus qui est raciste, quoi, comme le RN. Donc là oui, eux, ils se mettent bien ensemble. Mais incroyable, hein.
Encore une fois, on avait vu beaucoup de contestations sur cette loi. Voilà, le texte avait été très largement amendé, surtout en commission des affaires, en commission développement durable, et notamment par Sandrine Lefeur qu'on a vu à l'instant, et qui avait voté en fait des amendements de suppression sur les 2 articles les plus critiques du texte, notamment celui où était abordée la question de la réintroduction des néonicotinoïdes, et l'autre article, on en parlera plus tard, qui portait sur la question du stockage d'eau et donc de la construction des méga-bassines. Qu'est-ce que ça nous dit de ce climat? Quel mot vous mettez sur ce qui s'est passé, Justine Ripoll? Effectivement, il n'y a pas eu, il n'y a pas eu de débat à l'Assemblée. Et puis déjà, avant, en fait, dans les débats, toutes les questions de santé publique, la science aussi, qui concerne la biodiversité, elle avait été quand même largement écartée des débats. Et on se retrouvait de nouveau, finalement, avec les arguments plutôt des lobbies type la FNSEA ou le lobby de l'agrochimie Fitéis, qui font valoir des arguments de compétitivité, mais pas du tout des arguments de santé publique ou environnementaux, et qui finalement ne répondent même pas vraiment aux préoccupations principales des agriculteurs, puisque à chaque fois que des lois qui concernent l'agriculture passent ces dernières années, la question des revenus des agriculteurs, elle est jamais présente. Et ce qu'on retrouve, c'est au contraire plutôt le détricotage des normes environnementales, mais qui finalement favorise plutôt l'agro-industrie et ses demandes, et pas vraiment les demandes justement de revenus des agriculteurs, et encore moins qui vont finalement laisser les agriculteurs sans solution face aux pesticides, puisque les pesticides, c'est aussi une forme de dépendance pour les agriculteurs. Ça met à mal aussi la durabilité de leurs exploitations. Et donc ces questions-là, elles sont complètement écartées du débat public. Et c'est ça qui est vraiment inquiétant et qui fait qu'on a besoin peut-être aussi d'autres espaces pour discuter de ça. Ouais. Et on en reparlera plus tard. Pierre-Michel. Et ça, c'est un sujet vraiment important. Hein. Le coup du ça profite plutôt les grands. J'ai vu quelques commentaires sur d'autres vidéos de oui, c'est quoi le lien? Pourquoi tricoter les normes, ça intéresse les grands? Pas compliqué. Alors ça intéresse plus les grands que les petits. En fait, c'est pas si on dit que ça intéresse pas les petits agriculteurs. Hein. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelle est la priorité entre un grand et un petit? Est-ce que c'est la norme ou le revenu? Faites votre choix. Le grand, il va prioriser une attaque sur les normes. Comme ça, il peut continuer de faire son exploitation comme il l'entend, voire même aller plus loin dans la productivité. Parce qu'il a les moyens de le faire. Et que la dépendance, il peut la payer. À l'inverse, le petit agriculteur, il va peut-être pouvoir gagner à court terme. Il va pouvoir mettre un peu plus de pesticides ou etc. Et il reste quand même bloqué. Ses revenus ne vont jamais progresser de fou. Parce qu'il n'est pas tout seul dans toute la chaîne de valeur. Là, il n'est pas tout seul, l'agriculteur. Et donc, si ça reste un petit qui peut produire comme il veut, mais ça reste un petit face à des grandes coopératives qui, eux, vont gérer les prix, ou face à des grands producteurs, il va y perdre à la fin. Alors que si on parle du revenu directement de l'agriculteur, donc peut-être mais revoir vraiment ce libre-échange, voire même en sortir, là, lui, il aura un intérêt beaucoup plus direct. Mais à l'inverse, le grand aura son intérêt, il sera directement menacé par ce genre de pratique-là. Vous voyez, il est là le souci. Et elle est là la discussion, il est là le cœur du débat, c'est pour ça. C'est là où vous intervenez, Philippe Brancola, parce que, évidemment, on parle de mots que les gens ne maîtrisent pas forcément dans le débat public. C'est d'abord néonicotinoïdes, c'est quoi? Et c'est quoi l'acétamipride? Là, c'est l'instant court. On peut directement dire ça, puisqu'on a commencé la discussion sur la toxicité. C'est dangereux pour qui? Comment? À quelle dose? À la fois les abeilles et les humains. Expliquez-nous un petit peu de quoi on parle. Oui, bien sûr. En fait, les néonicotinoïdes, c'est une classe de molécules insecticides dans lesquelles on trouve différentes molécules avec des degrés de toxicité un petit peu différents. Toutes, malgré tout, très toxiques. Quand on entend dire notamment que l'acétamipride n'est pas très toxique parce que ça serait le moins toxique des néonicotinoïdes, c'est un petit peu comme si on disait que le choléra, c'est pas un problème parce que c'est moins dangereux que la peste. C'est toute proportion gardée, c'est beaucoup plus toxique de toute façon que des organochlorés, des organophosphorés de nos grands-parents. On est vraiment sur des ordres de magnitude différents. Ces molécules sont toutes des perturbatrices du système nerveux et elles s'attaquent particulièrement à celui des insectes. Néanmoins, ça ne veut pas dire, bien évidemment, comme il y a des phénomènes qui sont partagés
mélanger entre tous les organismes vivants, comme les insectes, les humains, ou les oiseaux, etc. Ça ne veut pas dire que ces substances n'ont aucun effet sur les humains. On vient d'en entendre parler, effectivement. Hein. Le problème aussi, c'est que quand on parle de pollution... Là encore, c'est scientifiquement, on sait. Tout à fait. Il y a de nombreuses publications qui étayent tous ces effets. Alors, soit au laboratoire, quand on fait des études très précises sur la manière dont la toxicité est établie, soit en plein champ, soit de manière mixte, expérimentale, labo et plein champ. On arrive à montrer, par exemple, avec les néonicotinoïdes, que même s'il n'y a pas de toxicité chronique immédiate quand les doses sont infimes ou quand le traitement est un petit peu à distance, on a des effets de toxicité, pas aigus, mais on a des effets cette fois de toxicité chronique sur le long terme. Et typiquement, par exemple, on a décrit chez les abeilles un syndrome de désorientation. Elles sont malades neurologiquement, elles meurent pas tout de suite, mais elles sont incapables de revenir à la ruche. Et de fait, ça entraîne des mortalités importantes. Alors, ce qui est vrai pour les abeilles, c'est vrai évidemment pour la plupart des insectes. Et même l'abeille domestique est utilisée un peu comme une espèce d'étalon de la toxicité aiguë par les tests pour les mises sur le marché. L'abeille domestique est en plus un insecte qui est relativement peu sensible aux pesticides. Ce qui veut dire qu'on va trouver, quand on fait le même test sur d'autres insectes qui ont également une importance dans les écosystèmes et pour les cultures, on va trouver des toxicités beaucoup plus fortes. Ça peut aller jusqu'à 100 ou 1000 fois ou 10 000 fois plus. Donc on va se retrouver avec un produit qui là pose vraiment problème. Et d'une manière générale, je pense qu'on a vraiment une très mauvaise représentation culturelle sur les pollutions et en particulier sur les pesticides, et qui fait le lit finalement de toutes les désinformations, de tous les conflits d'intérêts. C'est le fait de penser que la toxicité va être immédiate. Vous épandez, vous êtes présent, vous êtes intoxiqué. Mais ne vous inquiétez pas, le lendemain, il n'y a plus de problème. On entend souvent dire, par exemple, on va pulvériser la nuit parce que les abeilles sont diurnes. C'est grotesque. En réalité, le produit, il reste dans l'environnement. La molécule a une durée de vie. Pour quelques-uns, très rarement, c'est quelques heures. La plupart du temps, c'est des centaines de jours, voire des dizaines d'années, voire pour les fameux polluants éternels. Il faut se rappeler qu'il y avait encore récemment le 6e herbicide le plus utilisé en France. C'était un polluant éternel. Là, ça va durer très longtemps. Et évidemment, les organismes qui sont en contact avec ces substances, même quand ce sont des doses très faibles, vont éprouver des effets négatifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle la toxicité chronique. Et malheureusement, elle est très peu étudiée parce que c'est très compliqué. Et évidemment, elle ne peut pas être étudiée chez les humains, sauf si on étudie l'exposition de corps de personnes à des substances. Et là, ça devient compliqué parce que, bien entendu, elles sont exposées à beaucoup de choses différentes. Donc, cette toxicité chronique, elle n'est jamais évaluée pour les mises sur le marché. Et puis après, on a encore d'autres mécanismes qui ne sont pas pris en compte. C'est par exemple les effets cocktails. L'acétamipride avec des traces de fongicides, donc un anti-champignon qui se trouve dans la parcelle de culture ou à côté, dans certains cas, ça peut augmenter sa toxicité de 100 fois. Voilà. Il y a également, il faut également comprendre que dans les écosystèmes, il peut y avoir des effets d'accumulation. Quand vous avez un organisme qui consomme beaucoup d'autres organismes, par exemple une chauve-souris qui va manger 1000 moustiques par nuit, si les moustiques ont tous des traces de pesticides, cette chauve-souris, au fait, va accumuler une quantité non négligeable de pesticides. Et évidemment, le problème, c'est qu'en plus, nous, en tant qu'humains, si on se regarde de manière un peu égocentrique, on est en bout de chaîne. Donc, finalement, on est parmi les organismes qui avons le plus de chances, malheureusement, d'être victimes de cette accumulation. Et puis, un dernier aspect, c'est les molécules dans notre corps. Elles ont des affinités, elles ont des capacités, soit à traverser, effectivement, des barrières comme le placenta ou les barrières qui entourent le système nerveux ou pas. Et puis, elles ont des affinités, quelquefois, soit avec les graisses, soit avec les protéines. Ce qui veut dire qu'en plus, elles peuvent rester dans notre corps pour certaines d'entre elles. Même si on a été relativement peu exposé, on peut finalement avoir ces molécules dans notre corps et elles vont avoir leur action négative pendant un certain temps. Donc évidemment, tout ceci, c'est quelque chose qui est connu par la science, bien documenté, sur lesquels il y a des synthèses disponibles. Les insecticides ne sont pas si ciblés qu'on veut bien le dire, les fongicides non plus, les herbicides non plus. Et évidemment, dans les diatribes qu'on entend actuellement pour permettre de réautoriser l'acétamipride notamment, ces aspects-là sont complètement occultés. Vous avez dit... C'est une dinguerie, hein. Oh là 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 là. Attendez, je finis. Ah, c'est flippant. Pierre-Michel Perrineau, avec une lettre avec, je crois, 1200 médecins, vous avez dit, en fait, c'est pas possible, on peut plus, agriculteurs, riverains, citoyens ne veulent plus servir de cobayes.
Oui, parce qu'en fait, c'est ça la question centrale. Si vous négligez les études sur la cellule, si vous négligez les études sur les rats, les souris, il vous reste quoi? Il vous reste l'épidémiologie, c'est-à-dire les études chez l'homme. Ça veut dire, alors scientifiquement, on peut faire de très très belles études épidémiologiques, c'est un fait, mais quelque part, ça voudrait dire qu'on ne tient pas compte des signaux d'alerte précédents. Donc il faut faire un petit peu attention à ce qu'on fait. Et la réglementation a été construite au niveau européen pour justement, en théorie, je parle en théorie, pour amener un certain nombre de signaux d'alerte, notamment sur le plan cancérigène, sur le plan neurotoxique, sur le plan de la perturbation endocrinienne, un certain nombre de signaux d'alerte que l'on doit voir sur des expériences antéhumaines. Et pour vous, on en a assez, on doit dire stop? Pour nous, si on reste sur l'exemple de l'acétamipride, on en a assez dans la littérature scientifique. On en a assez, on n'en a jamais assez, mais dans la littérature scientifique, il y a de nombreuses données, sauf qu'elles restent à la porte des agences. C'est très clairement le cas pour l'acétamipride. Ça l'était aussi pour le glyphosate. Et en plus, l'agence ne travaille pas à l'élaboration des preuves, puisque depuis 2013, elle dit qu'on n'a pas les données pour juger des fameux troubles du neurodéveloppement induit, qui sont ceux qui nous préoccupent peut-être le plus dans le cas de l'acétamipride. Donc voilà, il y a tout ce... Oui. Il y a un faisceau d'études concordantes qui inciterait quand même à prendre le principe de précaution, tout simplement. C'est clair. Oui, clairement. D'autant plus qu'il y a une défaillance de l'évaluation. Là, c'est le principe de précaution qui avait été pris en 2018. Okay, ça veut dire que tous les débats auxquels on assiste en ce moment, et on ne met pas du tout de côté les difficultés exprimées par les agriculteurs, ça on est bien d'accord, mais est-ce que ça veut dire que finalement, en fait, la politique du gouvernement, et peut-être d'autres gouvernements européens sur ces questions d'agriculture et de gestion des pesticides, elle est juste écrite avec les lobbies? Je pense qu'elle est vraiment écrite avec les lobbies, justement dans ce parallèle que nous on a vu devant les tribunaux et en dehors. Oui, vous l'avez constaté. On l'a constaté. Il y a une chaîne de responsabilité. Il y a bien évidemment l'agrochimie a tout intérêt à vendre ses produits, à vendre les semences, à vendre les produits, etc. Il y a un certain nombre d'élus manifestement qui sont de toute façon dans une situation où dans leur circonscription ils ont intérêt finalement à répondre à une colère par des mesures rapides, lapidaires, qui répondent effectivement pas forcément aux problèmes des agriculteurs. Et puis après, je pense que malheureusement, la question écologique aujourd'hui, elle est l'objet d'un clivage politique qui n'a plus rien à voir avec la science, qui n'a plus rien à voir avec des politiques publiques, et qui font que il y a une partie des personnes qui entendent parler de ces problèmes, qui sont pas au courant évidemment de ces questions d'environnement au plan scientifique ou au plan juridique, et qui vont aller dans ce sens-là. Donc on est effectivement dans un moment un peu d'obscurantisme, on peut dire ce gros mot, quelque part, où il y a des intérêts contraires. C'est à la fois, moi, si je devais écrire l'équation d'un déni, je dirais c'est conflit d'intérêts multiplié par mauvaise représentation culturelle. La multiplier par l'équation d'un déni, je dirais c'est conflit d'intérêts multiplié par mauvaise représentation culturelle. La multiplication des deux produit ce que l'on observe aujourd'hui. Conflit d'intérêts, ça peut être celui d'un élu avec ses électeurs, ça peut être celui d'une firme agrochimique qui veut vendre son produit. Amélie. Oui, ce qu'il faut dire, je rebondis sur ce que disait Monsieur Grandcola, en fait, dans les circonscriptions, il y a eu beaucoup de pression, beaucoup d'agressions ou en tout cas de menaces visant les permanences des députés. Donc après, ça revient à la personne élue d'avoir un certain courage aussi par moment. Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est qu'il y a une course à l'échalote, qui est entretenue depuis le début de l'année parce qu'il y a eu ce contexte de mobilisation agricole et d'élections syndicales agricoles au cours desquelles en fait la FNSEA était en perte de vitesse. Elle a énormément reculé. Et donc maintenant, il y a une course à l'échalote entre la FNSEA et un autre syndicat dont on parle moins dans le reste des médias, mais dont on a beaucoup parlé à Mediapart, la coordination rurale, qui est vraiment la frange la plus dure du monde agricole, la plus anti-écolo, et c'est à qui soutiendra le plus les mesures anti-écologiques, et vraiment Laurent Duplon est là-dedans. Alors, et pourtant, si on parle
de la réalité. Eh bien, si vous voulez bien, parce qu'on parle des pesticides et de leur impact, on va regarder une émission, un extrait d'une émission qu'on a fait l'an dernier sur Mediapart, plus exactement que tu as fait, Amélie, avec Valentine Auberti. C'était il y a pile un an, vraiment sur les effets des pesticides sur la santé dans l'Hexagone, mais aussi dans les Outre-mer, avec la question scandaleuse du chlordécone. Cette émission, vous pouvez bien évidemment la voir en replay sur notre chaîne YouTube, et parmi eux, eh bien, il y avait un homme qu'on va voir, il s'appelle Bernard Guigues, 65 ans aujourd'hui, retraité de l'arboriculture. Il a utilisé toute sa vie une très longue liste de pesticides et il a été opéré d'un cancer de la prostate. On écoute. Je me dois de parler parce que bien souvent, les gens qui ont des cancers, et surtout des cancers de la prostate, et les gens n'en parlent pas. Donc moi, j'ai subi une ablation totale de la prostate qui a eu des effets physiques et psychologiques énormes. Les effets physiques, c'est dans un premier temps, on perd le contrôle des urines. Et ensuite, il y a le côté, on va dire, masculin, le côté sexuel, où on perd tout. Au départ, on perd tout. Voilà, donc il faut que les gens sachent ça. Et que, justement, les paysans, les arboriculteurs ou les agriculteurs en général, il faut qu'ils sachent qu'ils prennent des risques et que quand on attribue, moi quand j'ai eu ma maladie, on m'a dit t'as pas de chance, mon pauvre, ça vient pas de ce que t'as fait. Ben si, ça vient de ce que j'ai fait, et la preuve c'est que sur les conseils justement du collectif des victimes des pesticides de l'Ouest que j'ai contacté quand j'ai eu tout ça qui m'est tombé sur la tête, ben j'ai d'abord eu des gens qui m'ont soutenu et j'ai aussi monté mon dossier et qu'aujourd'hui ma maladie est reconnue, donc c'est pas par hasard, quoi. Voilà, un témoignage. La question, elle est simple, Pierre-Michel Perrineau. Les pesticides, ils font mal au corps et ils peuvent provoquer des maladies. Bah oui, je le disais au début, l'INSERM a fait en quelque sorte la revue des pathologies en lien avec l'exposition aux pesticides. Malheureusement, il y a le cancer de la prostate, on le sait depuis les années 2010, et ça touche particulièrement l'arboriculture. Mais il y a encore des médecins, hélas, on balaye un peu devant notre porte, qui ne savent pas ça. Ouais. Et qui traînent des pieds pour faire des reconnaissances de maladies professionnelles, comme si c'était pas leur devoir le plus élémentaire, c'est-à-dire pas de juger de l'affaire, mais de dire il y a peut-être un lien entre le travail de monsieur untel et la maladie qu'il présente. Oui. On a parlé tout à l'heure de justement l'agence qui est censée vérifier tous ces donc l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, tous ces molécules. C'est intéressant parce que la loi, vous avez dit combien les contrôles étaient déjà défaillants, les protocoles obsolètes, enfin voilà, ça on l'a dit, et pourtant cette loi, elle s'attaque aussi à l'indépendance de l'ANSES. Comment expliquer l'enjeu de façon assez simple? Je ne sais pas qui veut nous l'expliquer. C'est-à-dire, on a dit déjà que c'était problématique, et là, ce sera encore plus problématique. Pourquoi? Moi, je peux rebondir sur ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'à la fois, l'impact sur la biodiversité et l'impact sur la santé humaine, c'est bien la preuve que la réglementation est défaillante. Oui. Donc, ce qu'on demande, nous, c'est pas de rogner les ailes de l'ANSES, c'est au contraire de lui permettre de répondre, elle et les agences européennes, à un certain nombre de problèmes qu'on a identifiés, enfin que tout le monde a identifiés. Encore une fois, je me répète sans doute, mais le fait que les données de la littérature scientifique indépendante restent à la porte des agences, le fait que les effets cocktails ne sont pas regardés par les agences, ne sont pas regardés par les agences. Dans les dossiers de mise sur le marché, on regarde pas les dossiers scientifiques en fait en réalité, c'est ça que vous nous dites. Ils font semblant de les regarder, si quand même. Mais en règle générale, leur notation des grandes études épidémiologiques, c'est le cas du glyphosate par exemple, eh bien on écarte les écarte toutes. Et c'est pas un avis personnel, c'est l'avis de l'INSERM dans la consultation publique sur le glyphosate. Donc ça, vous pouvez le trouver en ligne. Donc, il ne faut pas rogner les ailes de l'ANSES, il faut au contraire lui permettre de répondre à ça. Les données scientifiques, l'évaluation des effets cocktails, à commencer parce qu'utilisent les agriculteurs, c'est-à-dire c'est justement ce que demandaient certains députés dont j'ai suivi les prises de parole en commission, notamment dans les rangs socialistes, qui défendaient en fait la version d'une ANSES augmentée. Et en fait, ce que veut le texte, donc là maintenant on va revenir dans cette procédure dont on a parlé, à la version sénatoriale du texte, qui était donc une version où, au contraire, l'indépendance de l'expertise de l'ANSES est remise en cause, parce que serait créé en fait un conseil, je cite, un conseil d'orientation pour la protection des cultures, qui serait donc sous l'autorité du ministère de l'Agriculture, mais aussi qui pourrait, par décret, en fait, faire entrer des représentants des firmes de l'agro-industrie. Et ce conseil pourrait fixer des priorités, en tout cas des produits à examiner de manière
prioritaire. Et ça... Waouh! Vous vous rendez compte de la folie que c'est, hein? Donc là, ils ont vraiment envie d'avoir la main mise sur un organe de contrôle qui est censé faire en sorte de nous protéger, nous, rien protéger des communs. C'est une... Tout ça au nom du sacro-saint marché, hein, bien entendu. Jusque-là, en fait, là-dessus, l'ANSES est autonome, indépendante sur ce point. C'est ça. Ah oui, et tout ça, bien sûr, ça, c'est pour les agris, hein, bien sûr. Hein, ça, pour vous, les gars. Hein. Enfin, les gars et les filles, hein, c'est pour vous, ça. Quête, ça va vous aider, ça, bien sûr. Pardon, ça rappelle ce qui se passait avec l'amiante, hein, où les marchands d'amiante siégeaient dans des commissions paritaires et dans lesquelles ils pouvaient donner leur avis. Donc là, c'est ce qu'on appelle un conflit d'intérêts, hein, c'est assez évident. Oui. Voilà, si on me demande de parler, imaginons que je sois député et toujours chercheur CNRS, si je commence à parler du budget de mon établissement, j'ai manifestement un conflit d'intérêts. Et c'est vrai aussi pour les vendeurs de pesticides, et alors que l'ANSES, elle, émet finalement des avis basés sur la science, donc elle ne prend pas des décisions en théorie de mauvaise politique ou avec des conflits d'intérêts, elle prend en théorie des décisions basées sur l'ensemble des résultats scientifiques, et on le sait, en plus ils doivent être augmentés, hein, on doit aller de l'avant sur ces connaissances. Je pense qu'il faut aussi se rendre compte très souvent et ça a été des propos de certaines personnalités politiques récemment, qu'on prend des avis réglementaires ou des réglementations existantes comme des états de connaissances scientifique. Ça n'a strictement rien à voir. On peut avoir... On dit la loi l'autorise, donc c'est bon c'est pas mauvais pour la santé. C'est ça, voilà, tout à fait. Ou alors, on dit, mais c'est autorisé dans un autre pays, et donc Alors, bien sûr, ça crée une distorsion de concurrence, bien sûr, c'est problématique pour certaines filières, mais la solution n'est évidemment pas de faire aussi mal chez nous, hein. Ça crée des distorsions de concurrence, donc peut-être traiter le problème de la concurrence, hein. Je sais pas, je dis ça comme ça, je sais pas. De la même manière, quand on compare par exemple l'utilisation de certaines substances dans les biocides, dans les colliers antipuces ou dans les antipuces pour les chiens ou les chats, c'est un scandale sanitaire et ça ne devrait en aucun cas être une raison pour autoriser des usages en plein champ dans des cultures. Donc là, on est vraiment dans des raisonnements par l'absurde qui ne tiennent pas, et malheureusement, si on met finalement en dénégation le futur rôle de l'ANSES, c'est un problème finalement où la science aura de moins en moins à dire sur la réglementation, et la réglementation étant déjà en retard par rapport à la science. Justine Ripoll. Oui, et puis il y a une autre conséquence aussi de cercle vicieux, c'est-à-dire qu'on dit qu'il faut réintroduire ce type de pesticides parce qu'il n'y a pas d'alternative, mais en fait, si en priorité l'ANSES va regarder les autorisations de mise sur le marché des pesticides que les agro-industriels préfèrent, en fait, forcément, les autorisations de mise sur le marché d'alternatives, elles vont être dépriorisées, et donc finalement, elles ne seront pas autorisées, et c'est un cercle vicieux parce qu'on n'aura pas d'alternative, et les agriculteurs, pas de solution pour sortir de cette dépense. C'est pour ça que certains parlaient d'un cheval de Troie concernant cette loi, c'est-à-dire à partir du moment où on commence à revenir en arrière, alors on peut revenir en arrière sur d'autres substances plus tard en fonction de d'autres circonstances économiques, c'est ça un peu l'idée. Oui, d'autant que dans le texte, en fait, il n'est pas du tout spécifié que ça s'applique seulement pour l'acétamipride et pour la filière noisette. Donc c'est un texte assez général. C'était ces sujets-là qui étaient dans le débat, mais en fait, c'est ensuite par décret que ce sera appliqué pour telle ou telle molécule. Donc il y a un cadre pour des reculs suivants, éventuellement. En sachant que ce qui peut être... je suis désolé, hein, c'est flippant. On entend sans arrêt des fake news sur les néonicotinoïdes et la betterave, en disant par exemple la betterave ne fleurit pas. Effectivement, c'est une racine qu'on récolte avant la floraison. Mais les substances en question se baladent à l'intérieur des sols de la parcelle. Hein. On a montré et au-delà de la parcelle, on a montré dans des zones ateliers CNRS INRAE qu'on retrouvait la substance un peu partout dans l'environnement autour des parcelles traitées, y compris quand il s'agit de graines enrobées, hein, donc où on n'épand pas, mais où on sème des graines qui sont enrobées avec la substance. Et donc, en l'occurrence, même si la betterave ne fleurit pas, les plantes qui sont à côté
par contact vont pouvoir nuire aux pollinisateurs. Donc on est vraiment dans une situation où ce qui plaît à certains pour des cultures non pollinisées comme la betterave, la noisette ou des céréales va poser un gros problème également, au-delà des problèmes bien entendu de santé humaine pour les agriculteurs, mais également de productivité à d'autres filières, comme le colza ou le tournesol qui perdent 20 à 30% en production sur parcelle en cas d'absence de pollinisateurs. Sans parler des apiculteurs, évidemment. Voilà, bien sûr. Alors, je voudrais qu'on aborde un autre aspect de cette loi, puis que ça nous permet d'aller un peu vers la fin de l'émission, c'est la question de finalement toutes les autres questions qui sont posées et qui concernent, peut-être on a l'impression que c'est des choses qui sont éparses, différentes, et en fait qui rejoignent le cœur de notre question. C'est par exemple, il y a dans cette loi du plomb aussi l'extension de la possibilité d'avoir recours à des mégabassines, des captations massives d'eau. On se rappelle de la mobilisation, on se rappelle de Sainte-Soline, on se rappelle de la répression à Sainte-Soline. Donc ça, c'était il n'y a pas très longtemps. Donc, l'argument, je vais vous poser la question là-dessus, puis on va tourner après on va parler d'autoroute. L'argument, c'est de dire, notamment, j'entendais hier Arnaud Rousseau, juste au moment de la FNSA, écoutez, il y a de l'eau qui tombe, on la capte, c'est de bonne guerre, parce que c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça qui est utile, tout simplement, pour faire en sorte que, justement, c'est comme ça qu'on règle les aléas climatiques. Vous, en tant que spécialiste de la biodiversité, sur cette question de l'eau, quelle réponse vous faites à ces arguments? C'est évidemment un mauvais argument. Les hydrologues le savent bien et depuis longtemps. Ils tentent de l'expliquer, mais on ne les entend pas assez. En l'occurrence, l'eau, c'est un cycle, et l'eau circule. Et en fait, ce que l'on essaye de faire d'ordinaire, c'est de ralentir cette circulation de manière à en avoir au moment opportun. Dans une nappe phréatique, par exemple, avec des captages pour l'eau de boisson, ou dans une parcelle de culture. Ce ralentissement, d'ordinaire, on le fait tout simplement avec de la végétation, avec des zones humides, avec des zones qui sont pas trop artificialisées, de manière que l'eau ne ruisselle pas trop vite. Si on creuse un trou, voire même une retenue collinaire, ce qui est un peu moins grave qu'une bassine, finalement c'est l'eau qui va tomber dedans par ruissellement au lieu d'être captée et de remplir cette bassine, on espère ralentir beaucoup ce cycle de l'eau. Mais bien évidemment, il y a plusieurs conséquences négatives. D'abord, ça s'évapore, ensuite ça s'altère, c'est un accaparement parce que cette eau qu'on capte là n'est pas disponible ailleurs, bien entendu, et puis au final, c'est aussi une maladaptation, tout simplement parce que ça encourage finalement des cultures qui ne sont pas viables ou qui ne seront plus viables dans les quelques années à venir avec le changement climatique dans des zones de culture particulières. On l'a vu par exemple à Sainte-Soline où les cultures qui sont réalisées avec ces bassines sont des cultures qui sont déjà désuètes en regard de l'état de l'environnement. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser les PME agricoles qui sont dans cette situation de décalage sans aide, mais l'aide, c'est pas de creuser des bassines, évidemment. Justine Ripoll, on va parler ensemble de ce dossier, donc l'autoroute A69, 53 km entre Toulouse et Castres, voulu par des élus locaux, toutes couleurs politiques confondues, et une partie de la population sur place, refusée par les activistes, et une autre partie de la population, avec un imbroglio politique et juridique à peu près total. Je rembobine. Fin février 2025, il y a quelques semaines, le tribunal administratif de Toulouse a annulé un arrêté préfectoral de 2023 qui autorisait le chantier, mais il se trouve que hier, mercredi 28 mai, la Cour administrative d'appel a prononcé ce qui s'appelle un sursis à exécution, c'est-à-dire en pratique, ça permet au chantier de repartir, sachant qu'une décision sur le fond est attendue dans quelques mois. Là, c'est à la fois... on va plonger là-dedans, mais c'est intéressant, parce que là, on est d'abord dans ce grand imbroglio, mais avec aussi l'État contesté sur ces décisions. Oui, et contesté par plusieurs voies. Il y a effectivement, du coup, l'État qui a fait appel au fond de cette décision, donc qui veut que ce projet ait une autorisation. En parallèle, ils ont demandé à ce que les travaux puissent reprendre en attendant la décision en appel. Et donc, c'est la décision qu'il y a eu hier, qui autorise le chantier à reprendre. On pourra en reparler, il y a aussi au Parlement... on y va, après, voilà. Et sur la décision d'hier, ce qui est vraiment très inquiétant, c'est les droits de la défense qui n'ont pas du tout été respectés, dont notamment plusieurs mémoires des parties qui n'ont pas été transmises aux juges. Et pourtant, il y avait des choses super intéressantes dans ces mémoires, justement, qui démontraient qu'en fait, la suspension du projet en attendant la décision en appel, c'était pas une catastrophe financière pour les acteurs impliqués dans la construction. Et de l'autre côté, que par contre, la reprise du la suspension du projet en attendant la décision en appel, c'était pas une catastrophe financière pour les acteurs impliqués dans la construction. Et de l'autre côté, que par contre, la reprise du projet
Surtout si la décision en appel confirmait l'illégalité du projet, les conséquences environnementales, notamment sur la biodiversité mais pas que, étaient elles catastrophiques. Et ces arguments, ils n'ont pas du tout été regardés par le tribunal pour donner sa décision. Et donc c'est hyper inquiétant sur ce point-là et aussi pour ce qui se passe au Parlement. Et à cause de tout cet imbroglio, eh bien résultat sur le terrain, la société de travaux nous dit le chantier est très avancé à 70%. C'est pas du tout l'avis de certains locaux très attentifs, comme quelqu'un qu'on va le voir. Il s'appelle Geoffrey Tarou du collectif La Voix est libre. C'est l'extrait d'un reportage de Samia Dechir et Laura Wojcik et Bérénice Gabriel qui a été diffusé sur Mediapart il y a quelques jours. Mediapart l'a suivi sur le tracé de l'autoroute, premier arrêt à Cuctulza, où devait être construit un échangeur de la 69. Alors ça, c'est un des ponts sur lesquels doit passer la future autoroute ? C'est ça, il faut faire preuve d'imagination, puisque là l'autoroute elle est censée passer dessus. Et là le concessionnaire nous dit que ça c'est un chantier qui est avancé à 70%. Voilà, donc de qui se moque-t-il? On pose la question, est-ce que ça vous pensez que c'est un chantier très avancé? Là il n'est pas du tout ancré dans le sol. Non, il n'est pas ancré dans le sol. Aujourd'hui, il faudrait donc souder tous ces éléments entre eux donc, avec du béton, ensuite faire toute l'étanchéité, ensuite ramener une quantité phénoménale de remblai, le tasser, le traiter à la chaux, ensuite diverses couches de revêtement jusqu'au bitume, jusqu'à l'enrobé, et ensuite toute la signalétique. Enfin, il faut imaginer ce que c'est le chantier de ce qui reste à venir. Le tracé se poursuit un peu plus loin, toujours à Cuctulza. Geoffrey Tarou nous emmène sur l'un des lieux symboliques de la mobilisation contre la 69. Ici, celles et ceux qui se font appeler les écureuils sont montés dans les arbres pour tenter d'empêcher la destruction d'un bois qui a finalement été rasé pour laisser passer l'autoroute. On est sur la déviation de Cuctulza et en face, là, on voit cette saignée dans le bois. On a appelé ce bois Sherwood. Et c'est là où il y a eu une occupation, parmi la quinzaine d'occupations qu'il y a eu, une occupation de quelques semaines pour défendre cette forêt là, de 6 000 m² qui a été rasée. Et là, ici, les pires impacts sont à venir, puisqu'ils devraient décaisser ici, c'est-à-dire encastrer l'autoroute à plus de 20 mètres de profondeur. Ce serait absurde de dynamiter la colline en face, où la nature peut reprendre ses droits, où les espèces se sont simplement déplacées et peuvent revenir. Donc ce serait ça l'absurdité, de poursuivre là-dedans, parce qu'il reste tout un tas de choses à sauver, le chantier n'est pas si avancé que ça, et le reste, c'est réversible. Et de façon assez symptomatique, donc certains élus pensent qu'il faut carrément passer outre la décision de la justice. Et c'est là, le cas de quelqu'un qu'on va voir, il s'appelle Philippe Folliot, sénateur centriste, assez à droite quand même, hein, du Tarn, qui a fait voter au Sénat, tenez-vous bien, une loi pour relancer, il a fait voter une loi pour relancer le chantier, y compris contre l'avis de la justice administrative. On va regarder son interview. D'accord. La séparation des pouvoirs. Reportage diffusé sur Mediapart. Écoutez, que ce soit même 50% ou 2 tiers, peu importe. Je veux dire, la problématique, c'est que c'est pas tout à fait la même chose, 50% ou 2 tiers d'un chantier. La réalité des choses, c'est que nous sommes tellement avancés sur ce chantier qu'il n'y a pas d'autre alternative que d'aller jusqu'au bout. Parce qu'il n'y a pas de réversibilité à ce stade-là. Vous dites c'est irréversible. Il y croit, il a l'air d'y croire. Hein. Mais sur le terrain, les scientifiques ne disent pas ça. Non, les scientifiques, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Des scientifiques qui ne sont pas du territoire. Tant qu'on n'a pas coulé le bitume, ce que nous disent les gens sur place, c'est que rien n'est irréversible. Madame, ceci est une vision bobo, intellectuelle, parisienne des choses. Mais la justice n'est pas d'accord avec vous. Est-ce que vous n'allez pas un peu contre la séparation des pouvoirs, là, monsieur Folliot? Pas du tout. Nous prenons acte de cette décision. Nous la respectons. Mais, je veux dire, les Attendez. Non mais pas du tout. On prend acte. On va pas l'écouter. Mais on en prend acte. Ils jugent. Et les parlementaires, ils légifèrent. Et j'ai une pensée, moi aussi, à ce stade-là, pour les 1000 personnes qui ont perdu leur emploi, parce que cela, on en parle. Ah, voilà, ça, après, on rentre dans le truc. Donc, attendez, on remet, c'est rigolo. Respectons. Mais, je veux dire... Voir, là, monsieur Folliot. Pas du tout. Nous prenons acte de cette décision. Nous la respectons. Mais, je veux dire, les juges, ils jugent, et les parlementaires, ils légifèrent. Oui, mais alors, si le parlementaire légifère pour que les juges ne jugent pas, c'est un peu ce que tu essaies de faire, là. Comment ça marche? Et j'ai une pensée, moi aussi, à ce stade-là, pour les 1000 personnes qui ont perdu leur emploi, parce que cela, on n'en parle jamais. Voilà. Parce que c'est bien de se poser un certain nombre de questions par rapport au trèfle à 12 feuilles ou au triton à 8 pattes qui seraient susceptibles d'être sur le tracé de l'autoroute. Mais il y a des réalités qui sont des réalités humaines. Voilà, alors, c'est un peu... Ouais, les réalités humaines, donc la nature, en fait, on s'en bat les couilles, quoi. C'est pas une réalité humaine, ça aussi. Ouais. Quel niveau caricatural, de fait, dans la façon dont il est exprimé, et en même temps, pas tant que ça, puisqu'il est l'instigateur d'une loi au Sénat qui a des conséquences, une loi qui dit, en fait, la justice peut dire ce qu'elle veut, nous décidons qu'il y a une autoroute. C'est quand même ça qui se passe.
Oui, et qu'il y aura une autoroute avec des conséquences aussi très réelles, des gens qui vont devoir quitter leur maison parce qu'en fait le tracé de l'autoroute passe chez eux, et une autoroute qui finalement va faire gagner 20 minutes essentiellement à des industriels locaux et pas forcément désenclaver le territoire comme c'est argumenté. Et ce qui est très inquiétant, c'est que là on parle d'attaque très claire à la séparation des pouvoirs. Finalement, des parlementaires qui vont passer en force sur ce projet, c'est super inquiétant. Et même pour les Français qui regardent ce type de débat, est-ce que c'est vraiment la priorité de faire un projet de loi juste pour autoriser un projet comme ça? Qu'est-ce que ça nous dit du rapport à la science quand même? C'est la même chose avec ce qui se passe vis-à-vis de l'ANSES. Le fond du projet de loi, c'est de dire l'ANSES pourra dire ce qu'elle veut. Nous, on a besoin de pesticides. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui est dit. C'est atterrant. Enfin, voilà. C'est un mépris de la science et de la justice. C'est un mépris de la science, c'est un mépris de la justice. Puis c'est un mépris des agriculteurs qui font autrement depuis 40 ans, ou 50 ans, ou 70 ans d'ailleurs. Bah oui. C'est-à-dire comme si Et ça, il faut le mettre en lien avec la baisse des fonds qui a été faite notamment sur la bio, l'agriculture bio. Il y a tout là. Il y a tout qui se met en lien là, ouais. Une petite logique là. L'alternative était uniquement chimique. Enfin, je veux dire, vous parlez des pesticides. Je parle des pesticides, excusez-moi. Et pour parler de la 69, la remarque de fin, donc les scientifiques peuvent dire ce qu'ils veulent. Et aussi, écoutez, c'est pas parce qu'il y a le trèfle à 12 feuilles et le triton à 8 pattes. Au-delà, encore une fois, de l'aspect un peu caricatural de ce qui est dit. Alors moi, j'aimerais bien qu'ils me montrent, parce que moi, j'aimerais bien en trouver. J'ai jamais trouvé de trèfle à 4 feuilles. J'ai trouvé 3. 8, c'est bien. Et le seul que j'ai vu, je crois, à 5 feuilles, c'était dans les Simpsons. C'est la mise en balance, en fait, toujours pareil, d'intérêts économiques jugés primordiaux contre des espèces qui peuvent disparaître ou pas, c'est pas très grave, et en plus, elles ont des noms bizarres. Oui, c'est une représentation culturelle complètement surannée, de la biodiversité dans laquelle on la voit comme une collection d'organismes rigolos, pittoresques, qu'on peut décider ou non de garder selon des intérêts majeurs que certains définiraient par ailleurs, alors qu'en réalité, ce dont on parle là, ce sont des écosystèmes dans une région dont on a besoin, qui captent du gaz carbonique avec la photosynthèse des bois, qui permettent à l'eau de ralentir son écoulement, qui permettent à des personnes autour de vivre sainement, de modes de production agricole raisonné, voire bio, etc. Donc là, en fait, le problème n'est pas de conserver le triton à 8 pattes ou le trèfle à 12 feuilles, comme disait ce monsieur, mais le problème, c'est de gérer correctement son environnement et de ne pas essayer de détricoter des lois qui vont dans ce sens, pas seulement les lois de protection de la nature, mais les lois aussi qui permettent de mieux gérer cet environnement, de moins l'artificialiser. La fameuse loi zéro artificialisation nette que tant d'élus essayent de détricoter alors qu'ils sont eux-mêmes victimes de ruissellement excessif, ou la loi sur les émissions, les faibles émissions en zone urbaine, qui est également dans le collimateur d'un certain nombre de personnes. On y vient justement, puisque cette discussion, elle a lieu en ce moment même à l'Assemblée, ces jours-ci à l'Assemblée nationale. Donc en effet, c'est une loi où sont discutées à la fois ce que vous avez parlé, donc les zones à faible émission, c'est-à-dire pour aller vite, la restriction des centres urbains pour les véhicules les plus polluants, et les règles de non-artificialisation des sols. Ça paraît compliqué, en fait c'est assez simple, on ne peut pas construire tout le temps partout, parce que la question des écosystèmes, elle est posée, la question du ruissellement et la question de tout ce que vous avez évoqué est posée. Amélie, là aussi, il y a une bataille très forte sur ces textes-là. Là, on est vraiment, quand on parle de tous ces sujets, au fond, on est sur le même sujet, qui est l'artificialisation, la bétonisation des sols. C'est une cause majeure. Avec les pesticides, en fait, c'est l'autre cause majeure de l'effondrement de la biodiversité. Donc, avec la 69, on est au cœur du sujet. Je note aussi, et on le voit sur tous ces textes de loi qui sont en ce moment discutés ou court-circuités, c'est que ça vient quand même, globalement, beaucoup du Sénat. Et là, sur la 69, c'est une proposition qui vient donc d'un sénateur et qui va être... Ça vient du Sénat. Le Sénat, qui est de quel bord majoritaire? examiné d'ailleurs lundi à l'Assemblée nationale. Et sur le projet de loi de simplification économique qui est effectivement en discussion en ce moment même, mais de manière un petit peu saucissonnée pour cause d'embouteillage parlementaire, il y a effectivement en gros l'idée de vider le ZAN, le zéro artificialisation nette, de sa substance. Et ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans toutes ces stratégies, le RN est en force, le RN est très très demandeur, moteur dans tous ces détricotages, et parce qu'on est déjà dans une ambiance de pré-élection présidentielle, certainement, mais en tout cas, LR et l'ensemble de la Macronie n'arrivent pas à proposer ou ne souhaitent pas proposer un autre discours. Et donc là, il y a vraiment politiquement quelque chose de très inquiétant qui se forme entre le RN, les droites et le centre. La coalition
T'es réactionnaire. À l'Assemblée nationale, sur la loi du plan, avec très peu finalement de membres du bloc central et de macronistes qui se sont abstenus ou ont voté contre. Oui. Là-dessus, peut-être vous pouvez réagir tous pour conclure cette émission. Moi, la question, c'est, on a parlé de ce grand backlash, on parle d'un contexte politique extrêmement pesant, on parle en même temps, on les a vus, de gens qui continuent à se mobiliser, y compris sur des choses extrêmement concrètes et pragmatiques, sur la question de la biodiversité, de l'absurdité de certains projets, voilà, et sur la défense de leur territoire, de leur cadre de vie, de leur santé. Est-ce que, du coup, vous arrivez, et dans quoi, à trouver des motifs d'espoir pour la suite C'était sûr, ça allait être ça la question. Ah, mais comment est-ce qu'on fait pour tenir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà, puisque c'est la question de nos écosystèmes, de notre santé qui est posée. Donc il y a deux solutions. Soit on considère que voilà, tout ça peut partir comme ça, soit on se bat encore. Comment vous voyez les choses pour finir ce tour de table? Je pense qu'on peut les voir quand même avec un certain espoir quand on dialogue justement avec des parties prenantes qui essayent de bien faire, qui malgré les difficultés à laquelle elles peuvent être confrontées, comme par exemple des agriculteurs qui depuis des décennies se sont convertis au bio, font du circuit court local de saison, font de la vente directe. Quand on parle avec effectivement des élus, des collectivités qui ont mis en place des politiques avancées, là on se rend compte que finalement il y a beaucoup de parties dans la société, beaucoup de parties prenantes qui sont pas dans le monde d'avant, et qui ont bien compris qu'ils sont pas en train de mourir d'anxiété et de refuser tout changement, ou qui sont pas en train d'opposer la science et le pouvoir économique, parce que c'est parfaitement compatible quand on s'y prend correctement, et on voit qu'il y a des personnes qui arrivent à bien faire. Donc c'est quand même malgré tout un espoir. La difficulté, c'est qu'on est confronté à des mouvements de balancier, on le voit, donc là actuellement mouvement de balancier vraiment vers l'arrière, et donc on est un peu inquiet de savoir si à un moment donné le balancier va peut-être repasser par son point d'équilibre et puis aller à nouveau de l'avant. Et c'est aussi un problème international, parce que... Alors ça m'énerve. Non, c'est pas un mouvement de balancier. Enfin, il n'est pas naturel ce mouvement de balancier. Le mouvement de balancier, il est là en fonction de l'opinion publique et des intérêts. C'est vraiment un conflit, c'est un rapport de force entre des intérêts. C'est comme ça qu'il faut le voir. Et donc, en ce moment, évidemment, avec matraquage médiatique, avec vraiment la complaisance du centre qui est en fait extrême centre machin, enfin tout ça, il y a une machine qui va dans le bon sens, plus Trump, etc. Voilà. Et c'est pas naturel, c'est réfléchi, c'est pensé, c'est vraiment une sorte de revanche. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le voir, vraiment, le backlash. Évidemment, l'environnement, c'est pas local. Les gaz à effet de serre, ils mettent 3 semaines à faire le tour de la Terre. Et puis, les puits de carbone biologiques comme l'Amazonie, ils captent aussi bien notre gaz carbonique que le gaz carbonique des Brésiliens. Et ces écosystèmes, quand ils sont dégradés, c'est souvent pour fournir, par exemple, de la nourriture à de l'élevage industriel dans nos territoires à nous. Donc, on est vraiment sur un phénomène dans lequel toutes les parties, à un moment donné, doivent arriver à faire un pas en avant, qu'il s'agisse des gouvernements, des élus, bien sûr, des entreprises et puis des individus. Ouais, mais ça, c'est... Putain. Il faut que tout le monde fasse un pas en avant pour le bien commun, de machin, oui, mais le bien commun, on s'en bat les couilles quand des gens ont des intérêts, donc ça va être compliqué. Paul, vous, votre arme, c'est la mobilisation et la justice. On avait vu l'impact de l'affaire du siècle. Là, la même question est engagée sur la biodiversité. Oui, du coup, il y a effectivement un espoir qui est porté dans la décision qui suivra l'audience du 6 juin. Mais en général, sur tout le contexte global aussi de backlash, en fait, quand on voit les décideurs politiques et économiques passer autant en force, ça devrait au contraire nous alerter sur le fait qu'ils sont probablement aussi minoritaires, sinon ils n'auraient pas besoin de faire fi de toutes les procédures et toutes les règles démocratiques. Et donc c'est un peu ce biais où on se dit qu'en fait on est tout seul à penser que les choses devraient être différentes, donc réaliser qu'on est beaucoup plus nombreux et investir tous les espaces qui existent encore, que ce soit la justice, quand on demande l'avis des populations, comme c'est encore le cas via les commissions du débat public, les investir effectivement la mobilisation de collectifs qui vont utiliser la désobéissance civile, la manifestation. Même s'ils sont de plus en plus pénalisés, en particulier quand ils luttent sur les questions climatiques ou écologiques. Mais c'est d'autant plus important soit de les rejoindre, soit de les soutenir financièrement, justement pour qu'ils puissent faire face aux attaques en justice, mais en tout cas investir tous les espaces qui existent encore. Et médiatique aussi. Pierre-Michel Perrineau, pour finir, vous, quel est votre... Nous, notre arme, c'est la mobilisation des soignants, en tout cas de ceux qui pensent qu'il faut aussi agir sur les causes des maladies. Il ne s'agit pas simplement de soigner les conséquences. Et agir sur les causes des maladies, c'est se préoccuper des questions écologiques, c'est de s'en préoccuper avec des scientifiques, c'est de travailler avec des agriculteurs, comme vous l'avez dit. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Bon. Et si on allait aussi à des causes un peu plus loin, qui est peut-être le capitalisme, peut-être.
À voir. Ça, c'est une question à poser, mais moi, j'ai ma petite idée. Mais bref, on creusera ça plus tard dans une prochaine fois. Face au backlash, nous sommes nombreux et nombreuses, peut-être. Voilà. C'est ça la conclusion de cette émission. Merci. Merci pour la conclusion. Merci beaucoup.